Pourquoi les latéraux sont-ils devenus si offensifs? Comment ce poste a transformé le football ces 20 dernières années? Qu'est-ce qu'un bon latéral et comment le juger? Et qu'est-ce qui fait qu'un latéral est meilleur qu'un autre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les latéraux 3.0. Here's Hogg! Deeney! À l'instar du poste de gardien, celui de latéral a subi bien des transformations ces dernières années. Quand vous jouez en foot à 7 avec des potes par exemple, le poste de latéral c'est souvent celui qui se décide en dernier. On met les moins bons techniquement et ceux dont on sait pas trop quoi faire à ces postes-là, et puis on commence. Comme le disait Didier Romy, ancien latéral du PSG, la plupart des latéraux le deviennent par choix du coach pour répondre à des besoins tactiques de l'équipe ou à un problème d'effectif. Autrefois considéré comme un poste sans importance primordiale, il est aujourd'hui l'un des éléments pouvant être une bascule pour une équipe avec différentes utilisations possibles et surtout être un élément qu'on va prendre en compte dans l'organisation tactique offensive de l'équipe. Et on va voir la nouvelle dimension qu'a pris ce poste de latéral et surtout pourquoi ce poste est plus important que ce qu'on pense. Alors on va commencer par les bases et l'une d'entre elles c'est le positionnement du corps. De 3/4 vers l'extérieur pour protéger l'axe et pousser son adversaire à déborder parce que la zone principale à défendre c'est l'axe du terrain. En complément, il est important pour lui de pas complètement se situer sur l'axe entre le ballon et le centre de son but, mais légèrement plus dans l'axe pour dissuader son adversaire direct de rentrer à l'intérieur et l'inciter plutôt à passer par l'extérieur. Ces deux attitudes vont pousser l'ailier à passer sur le côté parce qu'il y a plus d'espace, il y a plus de possibilités de le prendre de vitesse, mais pour le latéral c'est une réussite parce que si lui ne peut pas intercepter le ballon, son objectif principal c'est que le joueur n'entre pas dans cet axe du terrain qui est une zone de danger évidente pour son équipe, et donc pour ça il doit pas être totalement face au joueur mais plutôt de 3/4 pour ne pas perdre l'équilibre sur une ou deux feintes ou face à la vivacité de l'ailier. Donc ça c'est par rapport à son adversaire direct, et maintenant on va voir son positionnement par rapport à sa propre défense. La première chose c'est déjà d'être aligné avec ses autres défenseurs, et comme on vient de le voir, l'objectif c'est de protéger l'axe, donc il va devoir refermer ici pour fermer l'espace et dissuader quiconque de venir dribbler, faire un appel, s'incruster, et donc libérer plutôt l'aile qui est un peu moins dangereuse et un peu moins vitale en premier lieu pour la défense. Et serrer l'axe c'est aussi vital lorsque le ballon vient du côté opposé. Exemple, si l'équipe des Bleus ici arrive à centrer, on a les deux attaquants ici qui sont pris, et on a notre latéral ici avec l'ailier, donc son vis-à-vis. Si jamais il est trop loin et l'ailier décide d'attaquer son ballon, il va être tout seul et il va pouvoir marquer. Donc l'objectif c'est de serrer aussi ici pour être prêt en cas d'appel, pour pouvoir réagir et être le premier sur le ballon. Après c'est une question de jugement aussi parce qu'il faut pas être trop proche pour avoir de l'élan pour attaquer le ballon et ne pas se faire passer devant, et également si jamais le ballon le lobe et que le latéral, l'ailier pardon, est derrière en train d'attendre, de se faire lober et que l'ailier soit tout seul pour essayer de marquer. Et le 3/4 c'est justement parfait pour cette gestion de la profondeur vis-à-vis de l'ailier. La distance qu'il va laisser entre lui et l'adversaire va être très importante. Alors il ne devra pas être trop proche pour anticiper l'appel dans son dos, ni trop loin pour ne pas laisser l'ailier se retourner, prendre de la vitesse et donc le mettre en difficulté. Et aussi sur les duels aériens, on va avoir une gestion de la profondeur. Si admettons on a ici l'équipe des Bleus toujours qui envoie un centre directement sur un de ses attaquants, lui va essayer d'aller au duel de la tête pour récupérer le ballon. L'ailier adverse va essayer de faire l'appel si jamais il y a une déviation pour demander dans la profondeur. C'est pour ça que c'est important que le latéral, au moment où il sait que le ballon va être joué au duel ici, il va devoir venir serrer dans l'axe, protéger la profondeur si jamais personne ne la touche, et au pire si c'est récupéré et que ça atterrit dans les pieds de l'ailier, il va être en position de pouvoir défendre. On va maintenant parler de défense offensive comme j'aime souvent l'appeler, c'est-à-dire aller chercher la récupération du ballon. Et comme on vient de le voir avec Baldé, le marquage fait déjà une grande partie du travail. Typiquement sur cette action, au-delà du rapport de force vis-à-vis de l'ailier, son marquage, c'est aussi un signal pour indiquer qu'il est en place. Ils peuvent déclencher un pressing pour mettre l'adversaire en difficulté ou le faire encore plus reculer. Si par contre Giuliano Simeone avait reçu le ballon dans les pieds, la Baldé aurait pas eu d'autre choix que d'aller au duel. Alors après il y a différentes approches évidemment, il peut tacler, il peut essayer de récupérer le ballon debout, et je pense que même que c'est le plus adapté, ça évite de se jeter et puis ça lui permet de repartir très rapidement si jamais Simeone arrive à le dribbler. Pour lui, le plus important dans la gestion des duels, c'est vraiment son sens du timing, pour ne pas se faire éliminer trop facilement et pour aussi envoyer un message à l'adversaire et faire comprendre que il est là et il va répondre présent. Alors la contre-ballon justement c'est que le latéral va pouvoir jouer sur un terrain que l'ailier n'aime pas trop, c'est l'impact physique. Par exemple la situation où l'ailier va essayer de dribbler, de déborder son vis-à-vis, il va y avoir presque une défense en 3 temps. La première vous la connaissez, à l'épaule, les ailiers n'aiment pas trop ça, et puis en général ils n'ont pas non plus un physique qui est fait pour aller au duel. La deuxième chose, s'il est très rapide, ça va évidemment de manière un petit peu vicieuse essayer de lui accrocher le maillot, d'accord, pour le ralentir, essayer de le rattraper. Et la troisième, ce qui est la plus importante dans les duels entre deux joueurs, c'est de passer le bras devant. C'est pour ça que vous allez les voir souvent en train de se battre avec leurs bras, c'est que
quand vous passez le bras devant, vous avez fait quasiment 80% du boulot, parce que quand vous gagnez la bataille du haut du corps, d'accord, déjà vous gagnez un ascendant sur lui, vous empiétez un petit peu sur ce qui était censé être sa trajectoire pour vous passer, et ça vous donne aussi beaucoup plus de solutions pour récupérer le ballon. Parfois ça vous suffit même sans même tacler. Si parfois l'ailier est vraiment compliqué à tenir sur la distance, dans ce cas là vous avez un peu plus d'angle et vous êtes beaucoup plus proche pour tacler, et ça vous évite de faire faute. Alors s'il y a bien deux autres choses qui peuvent l'aider dans ces situations, ce sont ses capacités physiques. Alors il y a deux choses. La première c'est la vitesse, parce que le pauvre latéral, il va devoir scoltiner des ailiers qui cavalent comme des chevaux de course. Ça leur permet de rattraper un retard, un oubli défensif, une erreur. Et la deuxième chose c'est l'endurance, parce que oui, tenir tête ou dominer son adversaire en vitesse, c'est bien, mais sur la durée, sur tout un match, c'est autre chose. Donc il lui faut une grande endurance parce qu'il va subir les assauts de son adversaire plusieurs fois par match, mais également proposer offensivement. Et c'est une des choses qui a le plus changé ces 20 dernières années. Au-delà des tâches primaires qui leur étaient demandées, il y a une vraie exigence dans le foot de très haut niveau aujourd'hui, d'être aussi bon offensivement que défensivement. Et justement, c'est le moment de passer à ce qu'on attend offensivement d'un latéral. Mais avant ça, petite auto-promo, si la vidéo vous plaît, je vous laisse vous abonner, la liker, partager, mettre des commentaires, ça m'aiderait beaucoup, vous le savez très bien. Et puis je vous mets aussi tous les réseaux sociaux juste ici, n'hésitez pas à aller me suivre partout, ça me donnerait beaucoup de force. Et sur ce, on peut continuer. On va commencer par la passe. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui, ça, si vous voulez faire du jeu au haut niveau, parce que les latéraux sont constamment impliqués dans les circuits de construction et de relance de leurs équipes, que ce soit entre passes courtes, longues, vers l'ailier, un milieu ou un renversement de situation. Donc un latéral qui n'a pas cette qualité, c'est une option en moins pour son coach, et puis surtout, si le jeu demande à jouer avec lui, il est plus susceptible de perdre la balle, et pour un joueur qui est sur la dernière ligne de son équipe, c'est pas forcément une bonne idée de perdre le ballon. Alors après c'est sûr, il y a des situations où il faut avoir le courage de faire des passes risquées, surtout quand la perte de balle peut vous coûter cher. On voit ici avec Liverpool qui va essayer de faire une sortie de balle propre, et quand Trent va recevoir le ballon, on va se rendre compte qu'il est isolé, aucun coéquipier proche n'est disponible, sauf ici avec Diogo Jota, paix à son âme, et c'est exactement ce que va faire l'anglais en tuant tout le pressing des Spurs par cette petite passe lobée. Alors oui, c'est pas quelque chose que tous les latéraux sont en capacité de faire, c'est vrai, mais le but c'est aussi de montrer qu'un latéral qui n'a pas peur et qui a cette qualité technique peut vous permettre de sortir de situations bien compliquées. Dans le même registre, autre chose qui est rentré dans les mœurs du poste de latéral ces 20 dernières années, c'est sa capacité de centre. Alors oui, ça dépend du système, oui, ça dépend de l'animation, évidemment, mais dans le foot de très très haut niveau aujourd'hui, un latéral qui ne sait pas centrer, ça devient vraiment problématique. Parce que quand vous jouez face à des blocs bas, très resserrés, avec vraiment très très peu d'espace, l'objectif c'est d'essayer de trouver la largeur, d'écarter un maximum, et essayer de trouver des solutions et des situations de but par les centres. Donc si vous en avez un ou les deux qui savent pas centrer, ça vous coupe vraiment des possibilités et ça vous permet pas non plus de varier votre jeu pour apporter le plus de danger. Et trouver toutes ces possibilités dans l'animation de l'équipe, c'est ce que Liverpool avait bien compris, notamment avec Trent et Robertson. L'objectif était d'avoir capacité de centre et de trouver le danger dans la surface de réparation sans que les latéraux aient à aller déborder jusqu'au poteau de corner et qu'ils puissent centrer même avant de dépasser la ligne de la surface de réparation. Alors tout ça, on pourrait le regrouper dans une catégorie qu'on appellerait les joueurs de déséquilibre. Ce sont des joueurs qui apportent le surnombre par leur dépassement de fonction, en l'occurrence les débordements pour les centres. Mais il y a aussi eu récemment le repositionnement axial des latéraux dans la construction du jeu. C'était initié par Guardiola et ça avait même été repris par Jürgen Klopp. Donc on va interpréter les bleus ici et on va voir que l'objectif c'est d'avoir un ou nos deux latéraux dans le cœur du jeu pour pousser ces deux-là, par exemple, à demander plus haut. Donc si on prend l'exemple, on met ça ici, nos deux milieux relayeurs beaucoup plus haut, d'accord? Et on va demander à nos ailiers aussi d'aller vraiment très très proche de la ligne de touche. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a deux joueurs complètement libres, puisque eux ici vont fermer ces joueurs-là. Là, on est en individuel, en 1 contre 1, tout au milieu du terrain. Et puis on va avoir les latéraux ici qui vont pas pouvoir venir ici parce qu'il y a beaucoup trop de risques d'apporter le surnombre seulement sur un côté et d'être en sous-effectif, et également impossibilité d'aller chercher ici puisqu'on va avoir un joueur pour 2 défenseurs centraux. Alors quand c'est maîtrisé, c'est redoutable, mais ça demande vraiment beaucoup de travail et une très très bonne maîtrise tactique, et puis aussi que le latéral soit suffisamment bon
pour remplir ce rôle. Alors c'est plus une conséquence qu'une attente, mais avec tout ce qu'on a vu, on constate donc une hausse générale des latéraux décisifs. Que ce soit par le but ou la passe, tout ce qu'on a évoqué fait qu'il va beaucoup plus se retrouver proche de la surface. Quand on juge un latéral aujourd'hui, on est forcé de constater qu'on prend les buts et les passes décisives en compte pour juger la qualité de la saison et aussi l'apport offensif du joueur. Et même si ce n'est pas l'un des points les plus importants, aujourd'hui, selon l'animation et les visages que vous voulez donner à votre équipe, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour évaluer votre latéral, notamment sur le recrutement. Dernier point de cet aspect, c'est que la poussée des latéraux offensifs sur les années 2000, c'est ce qui a permis de créer les latéraux faux pieds. C'est ce que j'appelle le joueur libérateur. Il offre une option à son équipe, crédible, et en même temps, par son apport, il détourne l'attention et libère l'ailier pour qu'il fasse son boulot. Et au pire, personne tombe dans le panneau, et donc le latéral est libre, il peut être servi, centré. Quoi qu'il arrive, l'équipe est gagnante, que ce soit sur le côté ou en rentrant à l'intérieur. On va terminer cette vidéo par une dernière partie rapide mais essentielle, c'est la gestion mentale et émotionnelle que demande ce poste. La première chose est l'agressivité. Dans les duels, dans les interventions, c'est pas parce qu'il est défenseur qu'il doit toujours subir, il peut être proactif dans le rapport de force, prendre les devants, asseoir son autorité, et tout ça passe par l'agressivité qu'il mettra dans ses duels. Également primordial, la concentration. C'est un bon pourcentage de la réussite de ce poste-là, il faut être attentif tout le temps au comportement et au déplacement de son ailier, du coulissage de son équipe aussi, la prise d'information lorsque les centres viennent du côté opposé comme on l'a vu. Et pour exemple, la finale de LDC entre Liverpool et le Real en 2022, le seul but du match vient d'un manque de concentration de Trent. On va le voir sur cette action, à partir du moment où le ballon est donné dans les pieds de Valverde, jusqu'à ce que Valverde décide de frapper, Trent va jamais regarder dans son dos, va jamais prendre une seule fois l'information, et puis il va seulement se rendre compte que Vinicius est dans son dos au moment où le ballon est dans son but, malheureusement. Et donc s'il avait eu ce réflexe de regarder derrière lui, il aurait pu anticiper et un peu mieux se positionner, ou du moins en conséquence de la présence de Vinicius. Étant sur la dernière ligne de joueur de champ, il voit des choses que ses coéquipiers ne voient pas ou alors oublient de faire. Et donc lui, avec cette vision un peu 360, il est là aussi pour gommer les brèches, étendre un petit peu son anticipation à droite, à gauche, rappeler à l'ordre un tel ou un tel parce qu'il n'est pas venu marquer son joueur. C'est aussi à ça que sert sa concentration. Sur la gestion des événements, il y a aussi sa capacité à adapter sa façon de défendre. Quand il prend un jaune par exemple, il est face à un joueur provocateur, dans le bon sens du terme évidemment, mais provocateur, dribbleur, et donc comment il va se comporter vis-à-vis de ça, il a plus trop droit à l'erreur. C'est une qualité qu'il doit avoir pour ne pas sortir du match et ne pas se faire expulser. Dans la même veine, il y a la gestion émotionnelle. Si votre latéral il se fait mélanger pendant 90 minutes par l'ailier adverse, je pense que vous avez de grandes chances de le voir finir par craquer psychologiquement ou faire une erreur. Donc il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Est-ce qu'il a les nerfs suffisamment solides pour, dans les matchs où il va être en difficulté, ne pas craquer, garder la tête haute et surtout réussir à oublier à chaque fois l'action qui va se terminer pour être à 100%. Voilà ce qu'il en est de l'analyse du poste de latéral en 2025, les latéraux 3.0 comme je les ai nommés aujourd'hui. Ici on a un résumé de tout ce qu'on a évoqué tout au long de la vidéo. Alors donnez-moi vos avis, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on accorde un peu trop d'importance à l'aspect offensif des latéraux alors que leur but en premier lieu c'est quand même de défendre? Voilà, vos avis m'intéressent, n'hésitez pas à commenter un maximum, n'oubliez pas de donner de la force et encore plus si vous avez apprécié la vidéo en la likant, en la partageant. Voilà, il y a pas mal d'autres vidéos au fourneau actuellement et notamment les débriefs puisque la saison va reprendre très rapidement dans tous les championnats. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche pour être au courant tout de suite dès qu'une nouvelle vidéo sort. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le foot avec les pieds c'est bien, mais avec la tête c'est mieux.